Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, très content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 25 juin 2020, à la une de l'actualité ce soir. Au Malawi, le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, donnait largement en tête de la présidentielle. D'après les chiffres publiés par les médias locaux, il s'agit d'un scrutin rejoué mardi dernier après l'annulation pour fraude de la réélection de Peter Mutharika l'an dernier. En République démocratique du Congo, le gouvernement proclame la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, la deuxième la plus grave depuis la découverte du virus il y a 44 ans. Coup d'envoi en Afrique du Sud des essais d'un candidat vaccin contre la maladie de Covid-19, un vaccin élaboré par l'université d'Oxford et qui est considéré comme l'un des plus prometteurs parmi les projets en cours dans le monde. Au Malawi, le chef de l'opposition prendrait-il sa revanche sur le chef de l'État sortant? En tout cas, les résultats publiés par les médias locaux placent Lazarus Chakwera largement en tête du scrutin présidentiel de mardi. L'élection a eu lieu après l'annulation de la victoire de Peter Mutharika l'an dernier. Le point avec Abdourahmane Dia. Le décompte provisoire de la radio-télévision publique et du quotidien The Times attribue à l'opposant Lazarus Chakwera jusqu'à 59% des suffrages contre environ 38% seulement au président Mutharika. L'opposition crie déjà victoire. Mais ce jeudi encore, soit 2 jours après la tenue du scrutin, la commission électorale n'avait publié que les résultats de 136 des plus de 5000 bureaux de vote du pays. Le président de cette commission appelle au calme et à la patience. Et la Commission apprécie combien il est important de publier les résultats finaux. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nous allons terminer à temps. Cependant, cela ne se fera pas au détriment de la légalité du processus et nos mesures de contrôle de qualité qui ont été mises en place. Quel que soit le résultat, ce scrutin est déjà historique. Le Malawi est le deuxième pays d'Afrique au sud du Sahara à avoir annulé une élection présidentielle après le Kenya en 2017. Lors du scrutin disputé en 2019, le président Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avait été déclaré vainqueur avec plus de 38% des suffrages. Lazarus Chakwera, crédité alors de 35%, avait dénoncé des fraudes massives et porté l'affaire devant la justice. Il a fallu 6 mois à la Cour constitutionnelle pour prendre la décision historique d'annuler le scrutin et d'ordonner la tenue de nouvelles élections. Ce verdict n'était pas du goût du président de 79 ans qui avait dénoncé un coup d'État judiciaire. La commission électorale a jusqu'au 3 juillet pour donner les résultats, mais beaucoup au Malawi espèrent que le suspense ne sera pas aussi long. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Eteni Lokondo, a officiellement proclamé ce jeudi la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, la plus grave depuis la découverte du virus en 1976. Les détails avec Salwa Jafari. Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo. Déclarée le 1er août 2018, cette 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a tué 2277 personnes. Le ministre parle de l'épidémie la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière dans l'histoire du pays. Cette annonce est certes un soulagement pour les Congolais. Elle est aussi pour toutes les organisations internationales qui ont investi beaucoup d'efforts et de ressources dans la lutte contre la maladie. It wasn't easy.
Ce n'était pas facile et parfois cela semblait une mission impossible. Mettre fin à cette épidémie d'Ebola est un signe d'espoir pour la région et pour le monde. Avec la solidarité et la science et le courage et l'engagement, même les épidémies les plus difficiles peuvent être éradiquées. Malgré les vaccins et les traitements qui ont considérablement augmenté les taux de survie lorsqu'ils sont administrés tôt, l'épidémie s'était poursuivie alors que les premiers intervenants ont eu du mal à accéder au point chaud du virus dans les régions frontalières de l'Est du Congo. Et puis, le coronavirus est venu éclipser Ebola. À ce jour, 6213 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en RDC, dont plus de 130 décès. Débordé avec l'épidémie d'Ebola et maintenant le Covid, ceci rend très compliqué le traitement des soins de santé de la population et le traitement de deux épidémies avec un système de santé très faible en termes de ressources, en termes d'équipement et en termes de capacité. À l'heure où Ebola disparaît dans l'Est, une autre flambée se déclare le 1er juin dans la ville de Mbandaka, à 700 km au nord-est de Kinshasa. Mais les tests génétiques ont révélé que les deux épidémies n'étaient pas liées. Et maintenant, un point sur le coronavirus en Afrique. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est mis en quarantaine pour 2 semaines après avoir été en contact avec un malade du Covid-19. Le chef de l'État a cependant lui-même subi un test revenu négatif. Pendant ce temps, un demi-million d'élèves sénégalais ont repris le chemin de l'école ce jeudi après 3 mois d'interruption due au coronavirus. Un faux départ au début du mois et alors que débute la saison des pluies dans ce pays où l'épidémie continue à se propager. La Zambie, elle, annonce la réouverture des frontières aériennes et des aéroports afin de relancer l'économie mise à mal par les restrictions imposées pour lutter contre la maladie. La pandémie a fait à ce jour près de 9000 morts sur le continent africain pour plus de 336 000 cas. En Afrique, où le tout premier essai clinique d'un vaccin contre le coronavirus vient de démarrer, il a débuté hier à Soweto, en Afrique du Sud. Le vaccin a été développé par le Jenner Institute de l'Université d'Oxford et il est déjà en phase de test au Royaume-Uni. En Afrique du Sud, quelques 2000 personnes ont été enrôlées dans cet essai. Didi Diko. En Afrique du Sud, le nombre de cas d'infection par le Covid-19 a dépassé la barre des 100 000 avec près de 2000 morts, ce qui en fait le pays d'Afrique le plus touché par la pandémie. Parmi les 2000 personnes participant aux essais cliniques du potentiel vaccin en Afrique du Sud, Junior Mlongo, un jeune homme impatient de savoir si le vaccin est efficace. I feel a little bit scared, but I want to know. J'ai un peu peur, mais je veux savoir ce qu'il en est du vaccin, afin de pouvoir dire à mes proches et à mes amis si l'étude porte ses fruits. Le professeur Shabir Madi de l'université du Witwatersrand est en charge de ces essais cliniques. Il explique que ce processus va permettre de répondre à 2 questions primordiales. Quels sont les effets secondaires et comment le système immunitaire réagit face au vaccin. Lorsque près de 60% de la population aura développé une immunité face à la maladie, nous espérons que le taux de reproduction du virus tombera en dessous de 1. Cela ne signifie pas que le virus disparaîtra, mais une fois que 60% de la population, en particulier adulte, sera immunisée, la maladie ne se reproduira presque plus, ce qui signifie que le virus sera toujours là, qu'il continuera de circuler, mais que la chaîne de transmission aura été interrompue, ce qui est très important. Il ajoute que l'Afrique du Sud a plus que jamais besoin d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, car avec l'hiver austral qui commence et la pression grandissante sur les hôpitaux publics, il est crucial de trouver une solution rapidement pour le pays et pour tout le continent. En ce qui concerne ce vaccin, et en fait pour tous les vaccins potentiels contre le nouveau coronavirus, cette étude est la première sur le continent africain. Ce sera la première d'au moins 3 à 4 études de vaccins contre le Covid-19 en Afrique du Sud au cours des 6 prochains mois. Au-delà des essais cliniques pour le vaccin, les autorités sanitaires sud-africaines attendent également beaucoup de la dexaméthasone, un puissant stéroïde qui s'est révélé efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints de Covid-19.
Un coup d'œil maintenant sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 sur la planète. La maladie a fait environ 483 000 morts dans le monde depuis décembre dernier. Ce jeudi, l'Organisation mondiale de la santé met en garde l'Europe où les cas de contamination connaissent un rebond, même si le déconfinement se poursuit dans la région comme en France, où la Tour Eiffel, monument emblématique de la ville de Paris, a rouvert ce jeudi après 104 jours de fermeture. L'Amérique est le pays le plus endeuillé avec plus de 120 000 morts. Près de la moitié des 50 États américains ont connu une augmentation du nombre de cas au cours des 2 dernières semaines. Et certains, comme le Texas, la Floride et la Californie, affichent désormais des records quotidiens, ce qui a entraîné le retour des restrictions. Très durement frappés au début de l'épidémie aux États-Unis, New York et le New Jersey, de même que le Connecticut voisin, ont décrété hier une quarantaine pour les personnes venant de certains États où la pandémie de Covid-19 accélère. Mais en parlant de New York, la ville vient tout de même d'entamer la 2e phase de son déconfinement, comme nous allons le voir avec Zili Dzikou. Les restaurants rouvrent prudemment leurs portes, les salons de coiffure prennent enfin des rendez-vous, les aires de jeu sont à nouveau remplies d'enfants joyeux, New York est sur le point de revenir à la normale. Le 22 juin, la ville est entrée dans la phase 2 de la réouverture après avoir subi les mesures de confinement les plus strictes du pays et les taux de mortalité les plus élevés aux États-Unis. Je veux que la ville se sente en sécurité, c'est la chose la plus importante. Je veux que nous soyons tous en sécurité, pas seulement à l'abri du virus, mais de la violence et de tous les autres problèmes sociaux qui doivent être pris en charge, mais de manière civilisée et unie. Après 3 mois de livraison à domicile, les restaurants peuvent se permettre d'accueillir du monde sur les terrasses et les vérandas. Le programme Open Restaurants, Restos ouverts de la ville, est un plan en plusieurs phases visant à étendre le nombre de sièges à l'extérieur des restaurants et des bars, à promouvoir les espaces ouverts et à maintenir 45 000 emplois new-yorkais. Dans certaines zones, les restaurants ont désormais le droit d'installer des tables sur les pistes cyclables et les parkings. Aujourd'hui, les restaurants ont besoin de toute l'aide possible pour survivre. Nous avons énormément souffert, mais ça en vaut le coup. Vous ne pouvez pas jauger la valeur de la vie en fonction de la somme d'argent que vous perdez ou que vous gagnez. J'espère que nous comblerons la différence en temps voulu, mais nous sommes heureux d'être vivants. Nous sommes heureux de pouvoir restaurer New York comme elle était avant la pandémie. Notre resto est foutu, complètement détruit. Il n'y a rien à faire. Nous sommes ouverts juste pour servir quelques verres, à peu près 10% de ce que nous faisions avant. Nous ne pouvons pas payer la location du local, ni les services comme le ramassage des ordures ou la blanchisserie. Tout ce que nous pouvons payer pour l'instant, c'est le salaire des employés du restaurant. Désormais, on voit un peu partout des affiches publicitaires dans les espaces vides qui ont perdu leurs locataires à cause des mesures de confinement instaurées pour lutter contre la propagation du coronavirus. Restaurants, petits magasins de vêtements et salons de coiffure, tous ces lieux qui faisaient partie de la vie normale sont désormais considérés comme du luxe. Le Pentagone a publié une liste de 20 compagnies chinoises, dont le géant de télécommunications Huawei, qu'il estime liées à l'armée chinoise. Au moment où la République populaire de Chine essaie de brouiller les lignes entre les secteurs civils et militaires, connaître son fournisseur devient crucial, d'après un communiqué du porte-parole du Pentagone, Jonathan Rath-Hoffman. Les tensions s'aggravent à la faveur de la pandémie de Covid-19 entre Pékin et Washington sur de multiples fronts, y compris le commerce. Également dans l'actualité, les États-Unis et l'Union européenne vont ouvrir un dialogue pour tenter de surmonter leurs divergences face à la Chine. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annoncé ce jeudi qu'il avait accepté la proposition de son homologue européen, Josep Borrell, qui avait suggéré la semaine dernière d'engager ce dialogue bilatéral sur la Chine après une réunion américano-européenne qui n'avait pas permis de dégager une vision commune. N'allez nulle part ailleurs, Le Monde aujourd'hui revient après quelques petits instants.
Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Au Burkina Faso, on compte plus de 20 000 réfugiés qui se trouvent principalement dans la région du Sahel, affectés par la crise sécuritaire. Une situation qui pousse beaucoup de réfugiés à quitter la région pour s'installer ailleurs. Reportage du Burkina de Lamine Traoré. Dans les profondeurs du quartier Tanguin de Ouagadougou, une zone non lotie sans eau ni électricité. C'est ici qu'est installé depuis maintenant quelques mois Mohamed Agatayer, 64 ans, réfugié malien depuis 2012 au Burkina. Mohamed, sa femme et ses 2 enfants, depuis leur arrivée au Burkina, étaient au camp de Mentao, à Djibo, au Sahel. Le père de famille se souvient de ses premiers jours comme réfugié. Quand j'étais venu, j'étais trop traumatisé. Les événements de 2012-2013 qui m'ont amené. J'ai oublié le crépitement des armes, j'ai oublié tout ce qui se faisait, j'ai retrouvé une tranquillité. Si ces réfugiés se trouvent aujourd'hui dans la capitale burkinabé, c'est à cause des problèmes sécuritaires que connaît le Burkina et principalement la zone du Sahel. Au Burkina Faso, de voir dans quelle mesure nous soutenir jusqu'à ce que tout le monde, tout le Burkina, nous tous, nous sortons du bout du tunnel dans lequel on est. De l'autre côté de la ville, au quartier Wemtenga, nous retrouvons une femme d'affaires responsable d'une agence de voyage. Inge Iteka, 39 ans, mariée et mère de 2 enfants. Arrivée comme réfugiée en 2000, cette Burundaise d'origine est désormais burkinabé. J'ai beaucoup aimé le Burkina Faso, surtout la fraternité des Burkinabés. En fait, quand vous êtes ici, vous sentez comme chez vous. Le Burkina compte des milliers de réfugiés. Nous avons plus de 20 000 réfugiés, dont près de 19 000 Maliens. Le principal défi auquel les réfugiés sont confrontés reste la question sécuritaire. La plupart des réfugiés se retrouvent comme demandeurs d'asile dans des zones sensibles, où se manifestent de façon accrue et des actions d'individus armés. Si Mme Inge Iteka se sent bien au Burkina Faso et demande aux réfugiés, où qu'ils soient, surtout les femmes, de se battre pour le bien de leur communauté ou du pays d'accueil, les sexagénaires Mohamed Agatayer lui souhaite un jour retourner chez lui au Mali, même si en attendant, dit-il, pour le moment je ne retrouve aucun autre pays pour moi, mieux que le Burkina. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et maintenant, je vous propose de retrouver Mohamedou Oumfa pour la tranche consacrée à la santé, comme tous les jeudis d'ailleurs. Bonsoir Mohamedou. Salut à tous. Ce jeudi, je m'intéresse à l'OMS. Cette agence technique de l'ONU sur la santé est sous les feux de la rampe au moment où le monde traverse l'une des plus graves crises sanitaires de son histoire, la crise du coronavirus, qui est déjà à l'origine d'environ 470 000 morts. En tant qu'autorité sanitaire internationale, l'OMS a un rôle déterminant. Elle facilite la coopération entre les États dans un monde global où les maladies ont plus que jamais une propension transnationale. Avec sa batterie d'experts, l'OMS apporte des appuis techniques, définit des normes, formule des recommandations, apporte du matériel et des ressources financières utiles pour de nombreux pays. Seulement, l'OMS est de plus en plus critiquée. En avril dernier, le président Donald Trump a suspendu la participation, la contribution des États-Unis au budget de l'organisation, reprochant à l'OMS d'avoir minimisé, sinon couvert, la gravité de l'épidémie du Covid-19 en Chine.
L'OMS avait même déconseillé à la Chine une restriction des voyages et la mise en place des mesures sanitaires à l'encontre des voyageurs, favorisant la propagation du coronavirus. Autre épisode, la suspension des essais de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 sur la base d'une étude qui s'est finalement avérée foireuse. 10 jours plus tard, l'OMS revenait sur sa décision, laissant perplexe nombre d'observateurs déjà méfiants vis-à-vis de cette organisation qui serait, selon eux, un peu trop influencée par ses donateurs. Comme d'habitude, nous avons recueilli l'avis d'un spécialiste sur la question. La fonction de l'OMS est d'agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé mondiale. Et de ce fait, son rôle ici est clairement défini. Cependant, ce rôle n'est pas du tout facile à jouer lorsque l'interaction est faite avec des États membres qui ont parfois des institutions beaucoup plus spécialisées et qui sont installés dans une relation de dépendance, y compris en termes de collecte de données avec l'OMS. La collaboration initiale de l'OMS avec la Chine dans la gestion de cette pandémie dépendait exclusivement des données de recherche faites par le gouvernement chinois. On pourrait toujours dire qu'une institution comme l'OMS, dans son rôle directeur mondial en matière de santé, aurait pu faire preuve d'un peu plus de prudence. Cependant, l'impréparation de tous les acteurs impliqués dans la gestion de cette pandémie liée au nouveau coronavirus est le constat invariable. La santé est un besoin vital pour l'humanité. Suspendre sa contribution à l'OMS en pleine pandémie sur fond de rivalité géopolitique est une décision pour le moins controversée. D'aucuns pensent qu'au sortir de la crise de Covid-19, il faudra sans doute réformer l'organisation, lui garantir plus d'indépendance et surtout repenser sa structure de financement. Avec la décision de suspension des financements américains, une institution privée, la fondation Bill & Melinda Gates, devrait devenir le premier contributeur au budget de l'OMS, avec ce que cela comporte comme risque d'interférence d'intérêts privés dans un domaine de santé publique. Voilà pour notre chronique santé de ce jeudi. Merci bien, Mohamed Oumfa. À très bientôt. Au Kenya, le couvre-feu et les restrictions de circulation dues au coronavirus ont entraîné une augmentation de la violence contre les femmes, d'après le groupe LVCT qui travaille sur la prévention du VIH-Sida et la santé reproductive. Il affirme que l'insécurité économique met à rude épreuve les familles et expose certaines femmes à des maris violents. Un reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi, traduit par Nathalie Barge, récit Blanche Sanou. Lucie Aour, 32 ans, est venue chercher de l'aide dans un centre public qui soutient les femmes et les filles fuyant les hommes violents au Kenya. La vie a été difficile pour moi. Je n'ai pas la paix dans ma maison. Parfois, je n'ai pas de nourriture pour mes enfants. Mais surtout, mon mari me bat au milieu de la nuit. Je ne dors pas en paix. Charles Owino, porte-parole de la police, a déclaré qu'il voyait de plus en plus de rapports de violence sexistes depuis le début de la pandémie de Covid-19. Souvent, la femme est en situation de faiblesse et elle devient victime. Et par conséquent, nous constatons un certain nombre de cas, une augmentation du nombre de cas où des femmes ont été probablement agressées, maltraitées. Bien qu'il n'y ait pas encore de chiffres officiels, les agents de santé kenyans disent avoir constaté une augmentation des cas d'abus depuis la mise en place du couvre-feu en mars pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Jane Tiomi fait partie d'une organisation caritative qui soutient les femmes et les filles victimes d'abus. Elle a déclaré que l'ONG avait reçu 123 cas de maltraitance et de violence basés sur le genre en février, tandis qu'ils en ont enregistré près de 800 au cours des premières semaines de couvre-feu. Avec l'aide d'agents de l'État, de nombreuses personnes dénoncent quotidiennement des violences. Et ce que nous faisons, c'est simplement nous asseoir avec les deux parties, si elles sont prêtes à le faire, et avoir une conversation, une sorte de processus de négociation.
parce que la personne victime d'abus de nos jours n'a nulle part où aller. Pour les autorités kenyanes et les associations caritatives, l'aggravation de la violence à la maison vient principalement du stress causé par la perte de revenus due à l'arrêt des activités économiques en période de pandémie. Lucie Aour, quant à elle, a confié à VOA espérer que les transports intérieurs reprennent afin de pouvoir se réfugier avec ses enfants dans sa famille, loin de son mari violent. Les manifestations contre le racisme et les inégalités aux États-Unis ont également été menées par des artistes. À Washington, D.C., par exemple, ils ont laissé dans les coins de rue des affiches et des pancartes considérées comme des œuvres d'art. Le Musée national d'histoire et de culture afro-américaine et d'autres institutions du Smithsonian tentent de les collecter pour les conserver. Reportage de Julie Tabo, récit Thierry Kaoré. Ils ont protesté jour après jour à cause du décès de George Floyd, un homme noir décédé fin mai lors d'une interpellation par la police de l'État de Minnesota. Les manifestants ont collé des centaines d'affiches et d'illustrations à une clôture temporaire près de la Maison-Blanche. La douleur et la lutte inspirent souvent certains des meilleurs arts et tous ces gens mettent leurs pensées, leurs émotions, leur reconnaissance de cette époque dans ces petites pièces, dans de petites affiches. Alors que la nouvelle a été annoncée que la clôture serait détruite, les employés de la ville et les bénévoles se sont précipités pour ramasser les objets laissés derrière eux et les déplacer vers un mur de l'autre côté de la rue afin de les garder. Lorsque nous nous sommes approchés pour la première fois, nous avons été surpris de ne voir aucun signe sur la clôture comme nous l'avons vu à la télévision. Et en marchant plus bas, vous pouvez voir que tous les signes étaient toujours là, préservés, et nous sommes reconnaissants parce que nous avons encore de la possibilité de le voir. Le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine du Smithsonian à Washington a créé une équipe de collecte à réaction rapide. Son objectif, documenter les manifestations sociales organisées à travers le pays et dans le monde, déclenchées par la mort de Floyd et d'autres cas présumés de violences policières. Derrière ces objets se cachent de vraies voix, de vraies expériences vécues et une humanité à laquelle nous pouvons tous nous connecter. L'espoir du musée est de profiter de cette occasion pour avoir un dialogue honnête sur les questions raciales. En ce moment, dans cette période très transformatrice de l'histoire de notre nation, nous devrions réclamer et je dirais exiger des conversations honnêtes autour de la vérité non voilée. C'est la seule façon de progresser en tant qu'humanité collective. J'espère voir un jour ces affiches comme une section du Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. Il s'agit littéralement de signes du temps comme souvenir de l'histoire. Et voilà, c'est ici que nous refermons le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée sur VOA Afrique. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Merci, à demain.
Unplugged In, China's new national security law bringing Hong Kong closer to Beijing's